Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un deuxième épisode d'anticipation sur les probables conflits nucléaires. Vu que vous aviez beaucoup apprécié le premier épisode et que le sujet était loin d'être couvert entièrement, vu que des points de tension et de crise il y en a absolument plein, nous allons encore une fois dans cette vidéo découvrir ensemble des points de crise et de tension existant dans le monde, et extrapoler en faisant des petits scénarios de guerre nucléaire comme ça au calme à partir de ces zones-là. Vu que j'avais oublié de le faire dans la première vidéo, je tiens à vous préciser que les situations et les crises présentées pourront très bien avoir beaucoup évolué dans quelques mois. En effet, contrairement à l'histoire, l'actualité change absolument tout le temps et des tas de nouveaux trucs arrivent sans cesse. Comme vous avez pu me le faire remarquer concernant la relation entre les Philippines et les États-Unis. Et encore une fois, je tiens également à vous repréciser que je ne souhaite absolument pas être alarmiste. Même s'il y a beaucoup de conflits et de tensions dans le monde, la probabilité d'un conflit nucléaire global ou même entre deux États reste très faible. En effet, les pays disposant de l'arme nucléaire sont parfaitement au courant des conséquences de l'utilisation de celle-ci. Même si on pourrait légitimement en douter pour un pays qui est dirigé par une personne que vous connaissez tous, j'ai nommé le leader de la Corée du Nord, le glorieux Kim Jong-un, dont nous allons parler dans la première zone de tension de cette vidéo, qui est la péninsule coréenne. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins la situation. D'un côté, la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis, une démocratie ayant d'ailleurs récemment viré sa présidente pour soupçon de favoritisme, également un des pays les plus développés de la région, faisant partie des 4 dragons asiatiques, exportateur de nombreux produits de haute technologie et également d'excellents films. Et de l'autre côté, la Corée du Nord, soutenue par la Chine, quoique de moins en moins vu que Kim n'en fait qu'à sa tête, un pays pauvre et sous-développé avec à sa tête un dictateur exerçant un contrôle absolument total sur sa population. Un peuple fanatisé depuis l'enfance qui croit dur comme fer que son dirigeant n'urine pas, ne défèque pas, a inventé le burger et est né en bas d'un arc-en-ciel. Ou du moins c'est le genre de truc complètement stupide que le régime voudrait faire croire à ses citoyens afin de légitimer son pouvoir. Et ceux qui ne sont pas d'accord à l'intérieur de ce pays sont tout simplement torturés et emprisonnés pendant des dizaines d'années pour des crimes qui en France nous vaudraient une simple amende. Et encore. Je sais que je tourne très souvent dans mes vidéos en dérision la famille des Kim, mais en vrai ils n'ont absolument rien d'amusant. Ce face-à-face explosif entre les deux Corées vient de la guerre froide, où une guerre en 1950 a opposé la Corée du Nord, soutenue par l'URSS et la Chine, à la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis et une coalition regroupant de nombreux pays. Au jour d'aujourd'hui, le Nord et le Sud sont techniquement toujours en guerre. Ce que le glorieux Kim ne manque pas de rappeler à chaque anniversaire du parti communiste de son pays, en tirant des missiles dans les eaux territoriales de ses voisins. Un passe-temps apparemment très distrayant pour lui. La frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est également la plus militarisée au monde et les tensions entre les deux pays sont très fréquentes. Mais Alteris, ai-je entendu dire de nombreuses fois, pourquoi si jamais l'on est au courant de la nature horrible du régime nord-coréen, ne va-t-on pas leur botter le cul une bonne fois pour toutes? Eh bien, une des raisons principales à cela étant que le régime nord-coréen dispose d'un programme nucléaire et très sûrement de bombes, en plus du soutien de la République populaire de Chine. Et même si l'on n'est pas vraiment sûr que les bombes nucléaires de Kim marchent bien, ou bien fassent beaucoup de dégâts, eh ben on peut pas vraiment se permettre de prendre des risques. Le régime nord-coréen, très conscient de son infériorité technologique et militaire par rapport à ses voisins, y met d'ailleurs des moyens colossaux. Pas moins de 25% du PIB annuel de ce petit pays va dans la défense du territoire et notamment dans les projets nucléaires et les projets de développement de missiles. L'armée nord-coréenne est peut-être très nombreuse et peut-être très motivée, mais dispose d'un équipement totalement obsolète et de toute manière ça fait très longtemps que le nombre ne fait plus la différence pendant une guerre. Seulement, et on a pu le voir ces derniers mois avec une augmentation de la tension dans la région, la situation pourrait très bien dégénérer très rapidement. D'autant plus que la Chine, qui redoute un agrandissement de l'influence américaine dans la région, commence également à en avoir marre du petit morveux qui n'en fait qu'à sa tête et qui tire des missiles partout. En témoignent les reproches de plus en plus nombreux adressés au régime nord-coréen depuis ces dernières années. La situation pourrait être amenée à dégénérer si jamais le glorieux Kim, malgré les menaces et les avertissements, décidait de mener un énième essai nucléaire sur son sol. Il suffirait que là où le président des États-Unis en poste à ce moment-là soit assez impétueux afin de déclencher une intervention contre le régime nord-coréen. Une résolution d'intervention armée pourrait très bien être votée à l'ONU et la Chine pourrait également décider que ce n'est plus dans son intérêt de protéger le régime de Pyongyang. Une coalition internationale menée par les États-Unis pourrait alors très bien intervenir contre le régime nord-coréen. Même si la Corée du Nord dispose de missiles nucléaires parfaitement fonctionnels, ils ne seraient sûrement pas lancés tout de suite. La première étape d'un tel conflit serait tout d'abord un assaut massif des troupes nord-coréennes sur la frontière, précédé d'un très intense duel d'artillerie des deux côtés. Malgré ce qu'il dit à son peuple, une guerre conventionnelle serait forcément au désavantage de Kim. Étant donné qu'un déluge de missiles sera très sûrement tiré sur son pays, la seule solution que Kim pourrait envisager afin de garder le contrôle sur le conflit serait d'envoyer son armée en vague humaine afin de pénétrer dans la Corée du Sud et d'utiliser les civils comme boucliers humains. Quoi qu'il en soit, un conflit ouvert du régime nord-coréen avec une coalition menée par les États-Unis est la pire des options pour Kim Jong-un.
En effet, afin de ne pas faire mentir la propagande constante infligée aux Nord-Coréens depuis leur naissance, comme quoi leur armée est la meilleure de la Terre et que les États-Unis seraient battus en peu de temps, le régime ne peut tout simplement pas se permettre de perdre la guerre ou alors de revenir à un statu quo, car cela reviendrait tout simplement à lui faire perdre toute légitimité. Foutu pour foutu, le régime pourrait très bien décider dans un dernier élan suicidaire de faire usage de l'arme nucléaire. Si jamais il lui en reste, bien sûr, après l'appui de missiles qui se seraient abattus sur son pays. Si Kim réussit à faire exploser 1 ou 2 missiles nucléaires sur le territoire sud-coréen, plus probablement, voire pourquoi pas au Japon, je ne pense pas à titre personnel que les États-Unis ou les autres grandes puissances du monde réagissent de la même manière en envoyant une arme nucléaire sur la Corée du Nord. Mais un déluge de missiles et de bombes sur tout bâtiment qui a l'air plus ou moins officiel en Corée du Nord pourrait très bien s'en suivre. La chute du régime à ce point-là du scénario serait alors très rapide. La Corée du Sud à ce moment-là annexerait très sûrement la Corée du Nord, mais serait complètement ruinée à la fois par les frappes atomiques et également par l'assimilation d'un pays qui a 60 ans de retard sur le reste du monde. En tout cas, si jamais ce point chaud venait à dégénérer, l'issue ne serait bonne pour personne. Nous allons donc maintenant laisser le glorieux Kim jouer tout seul avec ses missiles et ses bombes nucléaires, mais tout de même rester en Asie. Car nous allons parler d'une zone de conflit particulièrement tendue, car elle oppose la Chine et le Japon pour le contrôle des îles Senkaku. Apparemment, les Asiatiques aiment bien s'embrouiller autour d'îles, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo avec les tensions en mer de Chine méridionale que je vous invite à regarder. Ce petit archipel, donc un peu paumé, appartenait auparavant à la dynastie chinoise des Qing, mais fut annexé par le Japon en 1895. Seulement à partir de 1971, la République de Chine, autrement dit l'île de Taïwan, commence à revendiquer cet archipel comme faisant partie intégrante de son territoire. À partir de 1991, ces îles sont également revendiquées par la République populaire de Chine, autrement dit le continent. Et à partir de ce moment-là, le conflit est devenu un sac de nœuds absolu, mêlant à la fois activistes, bateaux de pêche, avions et provocations de toutes parts. Et également des menaces très imagées, comme celle-ci prononcée par le gouvernement chinois après la construction par le Japon d'un phare sur une des îles contestées. Si le Japon continue dans son attitude imprudente, il goûtera son propre fruit amer. En gros, c'est la manière chinoise de dire si tu continues, on va seulement te péter la gueule. Les tensions autour de cet archipel restent très élevées, et c'est également une des raisons pour laquelle le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a adopté un ton de plus en plus militariste envers la Chine. Seulement, même si le Japon reste un pays économiquement très développé, avec une armée qui, bien que limitée, reste puissante, eh bien le pays ne dispose pas de la bombe nucléaire. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, celui-ci a été interdit d'en avoir. Le Japon fait partie du club très fermé des pays étant sur le seuil nucléaire. Terme utilisé pour des pays comme l'Allemagne ou encore l'Afrique du Sud, ne disposant pas de l'arme nucléaire mais pouvant se la procurer en quelques mois voire en quelques semaines. Une montée des tensions avec la Chine pourrait donc petit à petit pousser le Japon à secrètement lancer un programme nucléaire. Le pays disposant en effet de tout le savoir-faire et le matériel nécessaire. Une crise ouverte entre la Chine et le Japon pour le contrôle des îles Senkaku pourrait d'abord prendre la forme d'un conflit conventionnel, même s'il est très peu probable que la Chine réussisse à prendre le contrôle de l'archipel, la marine japonaise restant très puissante et technologiquement avancée, et au bout de quelques temps, le pire scénario pouvant arriver serait un conflit nucléaire entre la Chine et le Japon. Conflit d'ailleurs qui impliquerait très sûrement les États-Unis, amis de longue date du Japon, mais également d'autres puissances extérieures, transformant petit à petit ce petit conflit régional en un conflit d'envergure mondiale. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de conflit nucléaire, les Japonais se feraient totalement vaporiser, en ayant peut-être eu le temps de balancer quelques missiles sur les Chinois. Restons encore en Asie, car on est quand même bien dans ce coin-là, et parlons d'un conflit entre deux puissances nucléaires, de véritables mastodontes s'affrontant depuis plusieurs années pour des frontières. Je veux parler de tous les conflits frontaliers opposant la République populaire de Chine et l'Inde. Malgré un calme apparent, la frontière entre ces deux pays est sujet à des tensions permanentes. En effet, plusieurs territoires à la frontière indo-chinoise sont revendiqués par à la fois l'Inde et à la fois la Chine. En l'année 1962, une guerre a même éclaté entre les deux pays qui s'est soldée par une défaite de l'Inde et de la perte du territoire de l'Aksai-Chin au profit de la Chine. Tandis que les négociations sont au point mort depuis maintenant 30 ans, les deux armées se font face et se titillent de temps à autre. Et lorsqu'un officiel du gouvernement indien par exemple se déplace dans une zone revendiquée par la Chine, cela donne lieu à un chaos diplomatique pendant plusieurs semaines. Donc il y a eu cette guerre en 1962, sauf qu'à l'époque, c'était le bon temps et on n'utilisait encore que des fusils pour se taper dessus. Mais maintenant, les deux pays disposent chacun d'assez d'armes nucléaires afin de vaporiser la majorité de la population du pays adverse. Même si depuis plusieurs années les deux gouvernements affichent une volonté de se rapprocher à la fois diplomatiquement et économiquement, eh bien il n'en reste pas moins que ces territoires contestés et revendiqués pourrissent littéralement les relations entre les deux pays. Cette situation épineuse prend son origine en 1914, lorsqu'un certain Sir MacMahon va définir la frontière entre le Tibet et l'Inde. Sauf que la République populaire de Chine, dirigée par le célèbre Mao Zedong, va décider d'annexer le Tibet. Et décide, comme ça, d'étendre un peu plus sa frontière vers le sud, au détriment de l'Inde, d'où l'origine du conflit.
La situation reste donc très tendue et malgré quelques accords plus ou moins respectés entre les deux pays, les Chinois violent régulièrement la frontière, utilisant la même technique qu'en mer de Chine méridionale. C'est-à-dire y aller doucement, par petits pas, par petites provocations, mais au final étendre sa sphère d'influence. La Chine soutient également le Pakistan dans le conflit qui l'oppose à l'Inde et revendique également une partie du Cachemire, une des régions les plus tendues au monde, dont nous avions également parlé dans la première vidéo. Donc une escalade militaire dans cette région pourrait très bien survenir, comme ça a été le cas avant, et ainsi provoquer une réaction diplomatique, notamment une tension des relations entre le Pakistan et l'Inde, suivie d'une tension des relations entre l'Inde et la Chine. Chine qui pourrait profiter de la situation de vulnérabilité de l'Inde afin de pousser ses revendications sur la frontière. Si l'on part du principe qu'une offensive chinoise soit lancée comme en 1962, les Indiens ne tiendraient sûrement pas très longtemps. Malgré ses récents développements et achats de matériel, l'armée indienne ne fait pour l'instant pas du tout jeu égal avec l'armée chinoise. Il est peu probable que l'Inde abandonne encore une fois une de ses provinces à la Chine comme elle l'a fait en 1962, car cela ouvrirait une boîte de Pandore qui pourrait éventuellement déboucher sur la perte du Cachemire. En dernier recours et dans le pire des scénarios possibles, l'Inde pourrait éventuellement menacer la Chine de riposter nucléairement pour défendre son territoire. Et une guerre nucléaire entre les deux pays, je ne vous laisse même pas imaginer les dégâts et le nombre de morts que cela ferait. En plus de foutre en l'air l'économie mondiale et de plonger le monde dans un hiver nucléaire très long. La positivité est très présente dans cette vidéo. Mais vous savez qui d'autre est positif? Les Inuits. Vous savez, les Inuits du Groenland. J'avais besoin de quelque chose pour faire ma transition, car nous allons parler de l'Arctique. Alors vous allez me dire, oui mais l'Arctique ce n'est que de la glace, des ours polaires et des igloos, y a rien d'intéressant là-bas. Sauf qu'avec la fonte des glaces qui va s'accélérer dans les prochaines années et ainsi réduire la calotte glaciaire, et bien là ça va devenir vraiment intéressant. En effet, les richesses reposant sous la glace de l'Arctique, notamment dans son sous-sol, sont extrêmement nombreuses et extrêmement chères. Du diamant, de l'or, de l'uranium, 30% des réserves de gaz naturel mondiales et 13% des réserves de pétrole. Et les États ayant des côtes directement en contact avec l'océan Arctique, eh bien tu m'étonnes qu'ils soient intéressés. Bien que le réchauffement climatique soit une catastrophe absolue pour notre planète, eh bien cela ouvrira dans les prochaines dizaines d'années de nouvelles opportunités commerciales. Parce qu'au-delà des ressources, eh bien la fonte des glaciers progressive permettra aux bateaux de passer par cette zone-là. Et sachant qu'aujourd'hui la grande majorité des marchandises sont transportées par bateau, eh bien cela ouvrira une route commerciale gigantesque. Mais de quels États parle-t-on? Eh bien de la Russie, du Canada, des États-Unis qui ont une frontière avec l'océan Arctique en Alaska, également de la Norvège et du Danemark, dont le Groenland est une province semi-autonome. Et ces pays-là commencent pour certains tout juste à réaliser l'immense potentiel de la fonte des glaces en Arctique. Les Russes ont été parmi les premiers à réagir, notamment en demandant l'extension de leur zone maritime, mais également en militarisant la région, notamment en construisant des bases militaires sur des îles du Grand Nord. Les États-Unis et le Canada ont également commencé à rattraper leur retard à grands coups de milliards de dollars. Donc cette zone aujourd'hui n'est pas pour l'instant source de grandes tensions, mais dans quelques dizaines d'années ce sera une autre paire de manches. On peut comparer cette course aux ressources avec le Moyen-Orient juste après l'ouverture du canal de Suez. La maîtrise du Grand Nord est et deviendra encore plus un enjeu de puissance, notamment entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. Même si la manière d'exploiter au mieux les ressources de cette région serait la coopération, eh bien je pense qu'on ne peut pas trop compter là-dessus. Quand on voit que rien que le Canada et les États-Unis, qui sont censés être très proches alliés, se tirent la bourre là-bas, eh bien on peut douter qu'entre la Russie et le reste des pays, eh ben ça marche. Dans quelques dizaines d'années, donc quand tout le monde sera beaucoup plus installé dans la région, le risque de conflit deviendra beaucoup plus crédible. Et la région pourrait très bien ressembler à une mer de Chine méridionale bis, avec toutes les revendications territoriales et les conflits qui vont avec. Conflit notamment entre la Chine et les États-Unis qui, en extrapolant un peu, pourrait devenir une guerre nucléaire. Bon d'accord, une guerre nucléaire dans cette zone-là, c'est carrément tiré par les cheveux, mais en tout cas un conflit non nucléaire pourrait très bien s'y passer un jour. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous aimez ce format anticipation, actualité, géopolitique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner d'autres idées pour le futur. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je tiens également à remercier spécialement toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Si jamais vous souhaitez vous joindre à eux, je donne accès à des avant-premières régulièrement. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.